Cette vidéo intègre une collaboration commerciale en fin de vidéo avec l'ADEME à l'occasion du lancement d'un nouveau service civique, le service civique écologique, consacré à la transition écologique. On vous en dit plus en fin de vidéo. Le président russe Vladimir Poutine a menacé d'utiliser l'arme nucléaire alors que l'Ukraine tente depuis des semaines d'obtenir de son côté l'autorisation de ses alliés pour utiliser des missiles longue portée directement sur le territoire de la Russie. Alors, faut-il prendre ces menaces d'armes nucléaires au sérieux? Qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, ce mercredi, lors d'une réunion filmée du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine a annoncé une révision de la doctrine nucléaire de son pays. Une doctrine nucléaire, qu'est-ce que c'est? En quelque sorte, c'est le document qui liste les situations dans lesquelles la Russie se donne le droit d'utiliser l'arme nucléaire. Jusqu'ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette doctrine, il était prévu un recours strictement défensif à l'arme atomique. Par exemple, si le pays était attaqué avec des armes de destruction massive ou alors en cas d'agression avec des armes jugées conventionnelles, donc pas nucléaires, mais des armes menaçant l'existence même de la Russie. Pour faire simple, c'était donc une doctrine défensive qui envisage l'emploi de l'arme nucléaire dans des conditions de menace extrême sur la Russie. Et au passage, je le dis dès maintenant, là quand on parle d'armes nucléaires, c'est pas forcément la bombe nucléaire comme on peut l'imaginer, par exemple comme celle utilisée par les États-Unis au Japon en 1945. Il y a beaucoup de types d'armes nucléaires, certaines moins puissantes entre guillemets qu'une bombe à grande échelle. Il faut donc comprendre ça d'un point de vue, disons, assez large. Et donc ce mercredi, Vladimir Poutine a expliqué vouloir assouplir les conditions qui permettent à la Russie d'utiliser l'arme nucléaire. Mais alors, quelles ont été précisément les évolutions de la doctrine qui ont été annoncées? Ça paraît complexe, en réalité c'est assez simple. La première évolution qu'on peut noter, elle vise à considérer que toute attaque contre la Russie par un pays non nucléaire, par exemple ici l'Ukraine, si elle est soutenue par un État nucléaire, eh bien doit être considérée comme une attaque conjointe qui autoriserait potentiellement une riposte nucléaire venant de la Russie. Donc ce serait le cas par exemple ici, l'Ukraine elle n'a pas l'arme nucléaire mais elle est soutenue de façon massive par des pays comme les pays de l'Union Européenne ou encore par les États-Unis qui disposent de l'arme nucléaire et donc eh bien, Vladimir Poutine ici en changement cette doctrine estime que ça pourrait être une raison valable pour utiliser l'arme nucléaire. Et plus précisément, je le disais, depuis plusieurs semaines, l'Ukraine tente d'obtenir l'autorisation de ses alliés, donc notamment les États-Unis, d'utiliser des missiles longue portée contre le territoire russe. Ces missiles, ils permettent une très grande précision, ils sont aussi capables de frapper le territoire russe en profondeur. Il faut savoir que l'Ukraine a déjà reçu de la part des Occidentaux ce genre de missiles, mais pour le moment, les États-Unis refusent que l'Ukraine les utilise directement sur et contre le territoire russe, par peur donc de représailles et par peur donc que la Russie estime que désormais les États-Unis sont directement en guerre contre son pays. Et d'ailleurs on peut noter qu'il y a quelques jours, Vladimir Poutine avait prévenu que si les Occidentaux venaient à l'autoriser, cela voudrait dire, je cite, que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire de pays occidentaux principalement, menée par les États-Unis, à laquelle la France appartient et dont les pays soutiennent dernièrement assez massivement l'Ukraine. Voilà, deuxième évolution qu'on peut noter, c'est le fait d'inclure la possibilité d'une riposte nucléaire en cas d'attaque massive venant de l'air ou de l'espace, par exemple avec des missiles, mais aussi éventuellement avec des frappes de drones. Et là encore, l'Ukraine n'est pas nommée explicitement, parce que de toute façon c'est une doctrine générale, mais elle est clairement visée, puisqu'il faut savoir que l'Ukraine utilise régulièrement des drones pour se défendre face à la Russie. Enfin, troisième évolution importante, pour la première fois, la doctrine nucléaire inclut explicitement la Biélorussie, qui est donc un pays allié à la Russie. Concrètement, il est prévu d'indiquer qu'une attaque massive contre la Biélorussie, ça pourrait déclencher une riposte nucléaire qui vient donc de la Russie. Alors, il faut noter que cette évolution de la doctrine, elle doit encore être validée par un décret présidentiel, donc on va observer tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est présenté comme un avertissement direct à l'Ukraine, mais aussi, voire surtout, à ses alliés. D'ailleurs, ce jeudi, le porte-parole du gouvernement russe, Dmitry Peskov, a affirmé que ces changements de doctrine doivent être considérés comme un signal adressé à l'Occident et un avertissement sur les conséquences d'une éventuelle attaque contre la Russie. Alors justement, quelles ont été la réaction des pays alliés à l'Ukraine face à ce changement?
rapidement. Déjà, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a qualifié ce jeudi, je cite, de totalement irresponsable les menaces de Vladimir Poutine que l'Union européenne a quant à elle rejetées avec force. De son côté, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a affirmé que les États possédant l'arme nucléaire doivent cesser de jouer avec l'avenir de l'humanité. Alors maintenant, est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux? Ce qui est quand même assez évident, c'est que ces derniers mois, il y a eu effectivement des aides de plus en plus importantes et surtout des autorisations d'utilisation d'armes du côté de l'Ukraine par les Occidentaux qui ont été de plus en plus importants. Donc au fil des mois, il y a eu une sorte de changement déjà de politique de part et d'autre. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a eu une incursion, donc une invasion terrestre de l'Ukraine en Russie il y a quelques semaines. Une incursion ukrainienne qui visait à détourner en quelque sorte les troupes russes vers la Russie justement et pas en Ukraine. Bref, tout cela mène donc à des tensions, mais il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la Russie menace d'utiliser son arsenal nucléaire. Par exemple, le 24 février 2022, donc le premier jour de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, Vladimir Poutine avait averti ceux qui voudraient se mêler de cette guerre en disant, je cite, « La réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais été confrontés dans votre histoire ». Une référence donc à peine cachée à la question des armes nucléaires. Et depuis, c'est une menace qui a été brandie à de nombreuses reprises et parfois directement donc contre les pays occidentaux et notamment la France. Mais pour autant donc, ça n'a pas empêché les occidentaux de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine qui, on le rappelle, dépend massivement des aides venant des pays occidentaux. Bon, dans tous les cas, là où les spécialistes sont d'accord, c'est que a priori, il n'y a pas de préparation immédiate ou d'utilisation immédiate de l'arme nucléaire, puisque autrement, des préparatifs militaires seraient visibles et selon plusieurs spécialistes, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais évidemment, ça reste quelque chose d'important à observer déjà dans le discours et puis aussi sur le terrain, voir comment est-ce que tout ça évolue. En tout cas, en parallèle, un grand sommet avec 50 pays alliés de l'Ukraine et présidé par le président américain Joe Biden se tiendra en Allemagne le 12 octobre prochain. Dans son communiqué d'annonce du sommet, la Maison-Blanche a précisé que, je cite, « Le président Biden est déterminé à offrir à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour gagner », sachant qu'il y a aussi la présidentielle américaine le 5 novembre et on ne sait pas quelle va être l'évolution de la position avec Donald Trump. Mais lui et les républicains paraissent beaucoup moins favorables au fait d'accorder des aides, en tout cas aussi importantes, à l'Ukraine. En tout cas, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Israël a précisé sa position sur le cessez-le-feu de 21 jours au Liban entre Israël et le Hezbollah, qui a été proposé par plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, ce mercredi. Alors, dans un premier temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait affirmé que l'armée israélienne poursuivrait son combat contre le Hezbollah, je cite, avec toute la force nécessaire, alors que son gouvernement n'avait pas répondu à la proposition de trêve. Le Hezbollah, c'est un parti islamiste et un groupe armé considéré comme terroriste par de nombreux pays. Mais ce vendredi, le bureau de Benjamin Netanyahou a affirmé sur X, je cite, que Israël partage les objectifs de l'initiative menée par les États-Unis visant à permettre aux populations vivant le long de la frontière nord de rentrer chez elles en toute sécurité et que les diplomates américains et israéliens continueront à se réunir dans les prochains jours. De son côté, le Hezbollah avait déjà indiqué qu'il mettrait fin aux hostilités à condition qu'un cessez-le-feu à Gaza soit acté. Parallèlement à ça, les affrontements continuent entre Israël et le Hezbollah. Ce vendredi matin, le Hezbollah a dit avoir tiré des roquettes sur Tibériade dans le nord d'Israël. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a quant à lui déclaré que l'armée israélienne allait poursuivre et intensifier ses frappes au Liban. Depuis ce lundi, les bombardements menés par Israël contre le Hezbollah ont tué plus de 700 personnes au Liban, dont de nombreux civils, selon le ministère libanais de la Santé. En tout cas, ce vendredi, Benjamin Netanyahou a pris la parole devant l'ONU à New York et il a assuré qu'Israël veut la paix. Selon lui, Israël est en train de gagner la guerre et son armée a presque éradiqué le Hamas à Gaza. Il a par ailleurs déclaré ne pas chercher à occuper Gaza, mais à démilitariser la zone. En tout cas, le premier ministre israélien a affirmé que si le Hamas ne se rend pas et ne rend pas les otages, je cite, Israël se battra jusqu'à une victoire totale. Deuxième info, Emmanuel Macron a exprimé ce jeudi, je cite, l'émotion de toute la nation après le meurtre de Philippine, une étudiante de 19 ans retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne, un meurtre qu'il a qualifié de crime odieux
odieux et atroce. Il s'est exprimé lors d'une visite au Canada, indiquant, je cite, qu'il faut chaque jour mieux protéger les Français et que la justice fera son travail. Le suspect du meurtre, un Marocain de 22 ans faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été arrêté ce mardi en Suisse. En parallèle, les obsèques de Philippines ont eu lieu ce vendredi à Versailles. Troisième actu, le nouveau ministre de la Justice Didier Migaud s'est dit favorable à l'inscription de la notion de consentement dans la définition du viol dans la loi française. En fait, actuellement, l'idée du consentement n'est pas citée explicitement dans la loi qui définit le viol comme un acte de pénétration sexuelle de n'importe quelle nature fait par violence, contrainte, menace ou surprise. L'idée serait donc de se baser sur le modèle de la Suède, par exemple, qui considère comme viol tout acte sexuel sans accord explicite, donc même en l'absence de menace ou de violence. La différence se jouerait sur des cas de victimes dont le comportement est modifié par l'alcool ou la drogue, par exemple. En mars dernier, Emmanuel Macron s'était déjà dit favorable à l'inscription du consentement dans la loi et il avait dit vouloir mettre en place une proposition du texte d'ici à la fin de l'année. Malgré tout, aucune annonce n'a été faite en lien avec ça, sachant que ces déclarations datent d'avant les élections législatives qui ont mis fin aux travaux en cours sur ce sujet. Quatrième info, la Commission européenne, donc l'une des principales instances de l'UE, a donné son feu vert à la France pour interdire les puffs, donc les cigarettes électroniques jetables. La proposition de loi avait été votée à l'Assemblée nationale en décembre 2023, puis validée par le Sénat en février 2024, mais il manquait encore l'accord de l'Union européenne pour mettre la loi en place. La Commission européenne a mis en avant une interdiction, je cite, justifiée, nécessaire et proportionnée, principalement liées à des questions de santé et d'environnement. Les puffs, en plus d'être polluantes à cause des batteries et du plastique, sont selon de nombreux experts une incitation à la cigarette pour les plus jeunes qui sont attirés par les goûts fruités et le design coloré de ces produits à base de nicotine. À noter que les cigarettes électroniques réutilisables ne sont pas concernées par cette loi et restent toujours autorisées. Cinquième info, la marque de prêt-à-porter française Kiabi a été victime, je cite, d'une fraude financière sophistiquée d'ampleur à hauteur de 100 millions d'euros selon les informations de France Info. De son côté, l'entreprise a confirmé l'existence de la fraude auprès de l'AFP sans confirmer le montant. Le détournement a été découvert en juillet dernier par Kiabi qui a identifié une suspecte. Il s'agirait d'une ancienne trésorière de l'entreprise âgée de 39 ans qui s'est installée par la suite aux États-Unis. Elle a été interpellée en août à son retour en France et a été mise en examen. Selon France Info, Kiabi aurait versé un investissement de 100 millions d'euros dans une banque européenne en 2023 et la somme aurait rapporté des intérêts. Seulement au moment de la récupérer, Kiabi se serait rendu compte que l'argent avait disparu. Il aurait été volé à l'aide d'une technique dite des contrebonds où l'argent est versé tour à tour sur différents comptes bancaires pour perdre sa trace. L'accusé aurait d'ailleurs été condamné avant pour escroquerie auprès d'une autre entreprise, ce que Kiabi ne savait pas. Malgré tout, Kiabi indique que cette fraude, je cite, ne remet en aucun cas en cause sa solidité financière et qu'elle n'aura pas de conséquences sur le maintien de leur trajectoire annuelle. Et enfin, dernière info, la chanteuse américaine Lady Gaga a sorti ce vendredi un nouvel album appelé Harlequin. L'album avait été annoncé totalement par surprise en milieu de semaine. C'est un album compagnon inspiré du film Joker Folie à deux qui sortira le 2 octobre au cinéma et dans lequel Lady Gaga interprète le rôle d'Harley Quinn. Ce vendredi, Lady Gaga expliquait à BFM TV qu'il s'agissait, je cite, d'une célébration de son personnage et de son univers. L'album aux sonorités jazz contient notamment une reprise de la chanson That's Life de Frank Sinatra qui était présente dans la bande originale du premier film Joker sorti en 2019. Comme on vous le disait, cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a lancé cette année avec l'Agence du service civique, le service civique écologique, et qui est un super moyen de s'engager dans la transition écologique. En fait, il propose des missions indemnisées qui vont de 6 mois à 1 an et qui incluent des formations et un tutorat dans une association, une collectivité, un opérateur public ou une entreprise publique de la transition écologique pour travailler sur des missions environnementales. Pour candidater, il suffit d'avoir entre 16 et 25 ans ou jusqu'à 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Il n'y a aucune autre condition. Vous pouvez candidater peu importe votre niveau d'études ou vos expériences. C'est vraiment ouvert à tous. Leur objectif, c'est de permettre à plus de 50 000 jeunes de s'engager de manière très concrète dans la transition écologique d'ici 2027. Il existe actuellement plus de 1500 missions partout en France et à l'étranger, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du service civique. Il suffit de chercher service civique écologique dans la barre de recherche. Et pour en savoir plus sur le service civique, le lien est en description. Alors on termine avec la question du jour. Pourquoi avoir choisi de présenter l'actualité sur YouTube? Cherchiez-vous une alternative à la télévision? Bon, grande question, je pourrais en parler pendant des heures, mais la réponse la plus simple, en fait, elle est double. Moi, je passais beaucoup de temps déjà il y a 9 ans quand j'ai lancé la chaîne YouTube sur YouTube, donc ça me paraissait juste naturel d'aller sur YouTube. Par ailleurs, forcément, c'est assez logique, mais quand vous lancez une chaîne YouTube à 18 ans, vous n'avez pas les moyens de faire quelque chose à la télévision ou autre, donc c'est une façon très simple de pouvoir le faire. Et puis plus largement, moi je sais et je vois que notre génération, mais pas que notre génération,
toutes les générations en fait passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, et donc c'est naturel de proposer des contenus d'information directement sur place, on va dire en quelque sorte, ou sur ces réseaux. Et là on parle de YouTube, mais ça vaut pour TikTok, ça vaut pour Insta, ça vaut pour les podcasts audio sur les plateformes que vous connaissez. Ça me paraît essentiel. Après je pourrais en parler pendant des heures, mais ça s'est fait du coup assez naturellement. Voilà en tout cas pour ces actualités du jour. Je vous souhaite un excellent week-end. Rendez-vous sur Instagram ce week-end pour les actualités. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à lundi pour le retour des actus.